Bonjour, bienvenue sur Culture Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les nouveautés BD sorties en novembre et décembre, ma sélection des meilleurs titres, et je peux vous dire qu'il y a eu tellement de sorties que j'ai décidé exceptionnellement de faire cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, vous allez avoir pas moins de 17 titres présentés, et puis dans la deuxième partie qui va suivre très rapidement, vous aurez pas moins de 15 titres présentés, et dans cette deuxième partie, je ferai le tirage au sort du concours Le Tueur. Donc voilà, je vous l'avais dit, ça, je savais que ce serait vraiment le gros moment de l'année en termes de sortie BD, mais ça l'a été, avec des titres de qualité extraordinaire. Et bien sûr, je vous dirai à la fin les titres que j'ai préférés dans chaque vidéo. Allez, on commence tout de suite avec une nouveauté, les Chevaliers Ténèbres de Corbeyran et Carvalho chez Camiti, les sigils du chaos. Les Chevaliers Ténèbres, on a l'impression de se retrouver un petit peu dans un univers de fantasy avec de très beaux dessins, vraiment magnifiques, et on se retrouve avec des doubles pages, avec des sortes de chevaliers qui font tout de suite penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse ou aux Nazgûl du Seigneur des Anneaux, et ces chevaliers noirs, véritablement démoniaques, ravagent les châteaux, et sont vraiment impitoyables. Alors on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement, mais chaque fois qu'ils arrivent, ils détruisent tout, ils tuent tout le monde. Et on se retrouve dans un château qui se trouve à l'orée d'être attaqué par ces chevaliers. Et une jeune fille, dans un bois, va faire la rencontre de ces cavaliers, une jeune fille qui est aveugle. Et ils ne vont pas la tuer, et elle va essayer de se lier avec ces cavaliers, et va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre avec le château. Les dessins sont vraiment très beaux, le scénario est assez mystérieux, on va dire, pour un premier tome. On n'apprend pas énormément de choses sur ces cavaliers. Vraiment, le dessin, c'est ça qui est spectaculaire. Vraiment très beau dessin qui donne vraiment envie de poursuivre. On ne sait pas en combien de tomes ça va être prévu, ça coûte 14,90 €, mais je peux vous dire qu'en tout cas, il y a une cinquantaine de pages. C'est très beau en tout cas, c'est de la fantaisie. Voilà. Je trouve ces cavaliers terrifiants. On continue avec une sortie du tome 2 In Memoriam chez Dupuis de Jet et Salvia. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Là, le tome 2 s'appelle Adam. Voilà, c'est chez Dupuis. Un dessin qui est très bien, très porté sur l'action, un peu cartoon, un peu à la limite du manga. Alors, le thème est assez, à ce moment, à la mode, on va dire. On voit pas mal de choses comme ça, avec des sociétés un peu type post-apocalyptique, où il y a des personnages qui ont accès à la magie. Alors, on a vu les Enchantements d'Ambremer, bon là c'était le Paris 1900, mais là c'est plus un peu plus futuriste, mais c'est un peu la même chose, hein, une version un peu plus violente, avec des personnages qui ont des pouvoirs, de la magie, des sorciers, et il y a un cataclysme terrible qui fait que dans ce premier tome, la magie est interdite, et la magie liée avec des artefacts est proscrite, et du coup on a un bureau, une jeune fliquette qui cherche à empêcher, qui est du bureau contre les objets magiques, qui essaye de retrouver ces artefacts, et on se retrouve avec une sorte de couple de tueurs qui semble ne pas avoir besoin d'artefacts pour faire de la magie. Et donc cette jeune enquêtrice, qui a eu un drame personnel dans le premier tome, va s'allier avec ce personnage un peu trouble et ambigu, qui est un ancien sorcier. Et donc ils vont mener l'enquête pour retrouver ces deux personnages. Donc il y a de l'action, c'est assez violent, c'est assez mature, l'univers est franchement très sympa, c'est très coloré, on a des bonnes scènes qui envoient bien. Donc franchement, c'est très dynamique le dessin. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Donc, je ne sais pas en combien de tomes ils vont la faire. Mais voilà, il y a un bel univers, il y a un côté bien dessiné. Et franchement, In Memoriam, si vous aimez un peu la magie, un peu post-apo, avec pas mal de scènes d'action, et puis un dessin assez moderne, ben, ça peut vraiment vous plaire. On change complètement d'univers avec un roman graphique chez Futuropolis d'Étienne Davodo, Loire. C'est chez donc Futuropolis à 20 €. Loire, c'est vraiment le type roman graphique avec des dessins un peu type aquarelle,
On se promène au bord de la Loire et on suit un homme d'âge mûr qui retourne voir une femme qu'il a connue plusieurs années, avec qui il a eu une liaison. Et donc cet homme-là, tout de suite, se baigne nu dans la Loire et dérive. Il y a un univers assez poétique, très proche de la nature. Et du coup, cet homme va se retrouver dans cette maison où finalement son ancienne compagne ne l'attend pas puisqu'elle est morte et que du coup elle a fait venir en fait grâce à des amis et dans son testament elle a demandé à tous ses anciens compagnons de route, amis de venir se retrouver dans une même maison pour partager des souvenirs d'elle. Et donc au bord de la Loire, ils vont échanger sur la vie qu'ils ont passée avec elle. Et ils vont découvrir que, il y a une fille, elle a une fille. Alors bien sûr, elle a eu pas mal de compagnons, cette femme. Elle a une vie assez libre. Et du coup, ils se demandent un peu qui est le père. Et donc, au fur et à mesure, avec de très beaux paysages et de très beaux dessins, très poétiques sur la Loire, on va suivre cette tranche de vie. Voilà. Donc un roman graphique très très beau pour ceux qui aiment un peu les paysages de nature, et puis une histoire un peu personnelle. Chez Futuropolis. On bascule encore complètement d'univers puisqu'on se retrouve chez les humanoïdes associés avec de la SF. Oui, moi j'aime bien les sélections assez éclectiques. Dans l'univers de l'Incal, Capitaine Cayman, alors moi je dis Cayman, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Capitaine Cayman, Don Waters et John Davis Hunt. C'est de l'univers de l'Incal et en particulier un personnage qu'on avait, c'est une origin story d'un personnage qu'on avait vu dans Avant l'Incal. Ils ont fait aussi plusieurs origin story déjà dans le concept. L'Incal, il y a beaucoup de séries, il y a Avant l'Incal, Après l'Incal, Castaka, Final Incal, bon il y a beaucoup de choses. Et bien sûr dans le lot, donc on avait vu Kill Tête de Chien aussi qui était un peu dans le même concept d'origin story sur des personnages qu'on a vu dans l'Incal. Et du coup, bon, il y a des fois du bon à boire et à manger, mais là, franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne pioche. J'ai bien aimé cette histoire du capitaine Cayman, un pirate qui est dans son vaisseau, seul, entouré de fantômes, qui fait revenir holographique pour lui tenir compagnie. Et ce capitaine impitoyable subit une mutation puisqu'il se transforme petit à petit en caïman. Et il a une queue qui lui pousse, il a des stigmates sur la peau, et donc il cherche des remèdes pour éviter cette transformation, et en particulier une fleur qui permet de faire un élixir qui réduit cette transformation. Et donc ce capitaine va tomber sur une jeune femme dont il va tomber amoureux et auquel il fait une promesse de lui montrer les étoiles. Et donc du coup il va être séparé par le temps, l'espace et ses aventures par cette femme. Et donc elle, comment expliquer, elle arrive à le retrouver, c'est une histoire d'amour qui se passe avec vraiment des distances temporelles énormes, et donc du coup, il va tout faire pour la retrouver. Et donc c'est une histoire d'amour, en même temps une histoire de SF, avec des personnages, des créatures, et puis un personnage central qui est pas mal du tout. Le dessin est sympa, franchement. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était plutôt bien troussé. Et une bonne histoire, hein, une bonne surprise chez les Humano à 19,99 €, pour pas dire 20. On reste chez les Humano avec Attraction, un one-shot aussi, de Jiri Friesen et Roberto Zaghi. On est pareil, c'est un petit peu finalement, j'avais pas fait le lien, mais on est dans de la SF. Alors là c'est plutôt un peu plus de la SF un peu plus classique, un peu hard SF, avec un jeune militaire qui va être convié à une mission dont on ne sait rien, et qui va se retrouver sur une station spatiale avec ses congénères, et il va finir par comprendre que c'est pour avoir un contact, le premier contact avec une civilisation extraterrestre, cette espèce de cube noir qui apparaît, et donc il y a des espèces de lianes qui sortent de ce vaisseau pour prendre contact avec eux, et du coup il y a des messagers qui vont être sélectionnés pour être les ambassadeurs auprès de ces extraterrestres. Et du coup, toute surprise, ce jeune militaire va tomber amoureux d'une extraterrestre. Et là aussi, c'est une histoire d'amour et de science-fiction. C'est pour ça que je disais qu'il y a un lien. Et du coup, ils vont expliquer cette histoire d'amour et en même temps cette civilisation extraterrestre. Et puis en même temps, la vie de ce jeune homme
et les drames qu'il a eus, et qui font qu'il va se retrouver embarqué dans cette histoire. Franchement, pas mal. Science-fiction, extraterrestre, plus histoire d'amour, plus drame, donc pas mal. Et puis, du coup, on a envie de savoir la fin de cette histoire. Donc c'est un one-shot, et ça se lit bien. C'est les humanoïdes associés. Ensuite, de l'histoire avec Alix Senator, le serment d'Araminus, adapté du personnage de Jacques Martin par Valérie Mangin et Thierry Desmarais. Ils en sont déjà au tome, que je ne dise pas de bêtises, il y en a eu pas mal d'Alix. On en est au 14e tome d'Alix Senator. Là, c'est une édition premium avec un petit cahier graphique historique à la fin qui coûte 25 €, mais il y a une édition un peu moins chère. Alors là, en fait, c'est Alix. Mais il a 50 ans en fait, il est devenu sénateur romain, il fait des aventures, il a retrouvé son fils, et donc c'est un dessin un peu plus moderne que celui de Jacques Martin, toujours sur un récit historique. Là, les Romains, ils vont se retrouver en Germanie avec les Germains qui les attaquent, et donc Alix et ses enfants qui sont sur le chemin de l'Atlantide, eh bien, ils vont être pris en otage. Et il va y avoir des complots, des conspirations dans cet épisode. Donc un épisode un peu de transition avant d'aller chercher cette Atlantide au milieu des Germains, avec des très beaux dessins, un beau scénario intéressant, avec une justesse historique. C'est amusant de retrouver ce personnage d'Alix vieilli. Et vous avez à la fin, dans cette édition, un petit cahier sur la Germanie historique, les Romains, qui vous explique un peu tout ça, les batailles qu'il y a pu avoir, les personnages, pour montrer la réalité historique. Franchement, une belle édition à 25 € chez Casterman. Et Alix, moi quand j'étais jeune, je lisais un peu Alix, mon père était assez fan de ce personnage. Et c'est vrai que là, je trouve ça sympa d'avoir... j'avais pas lu les autres tomes d'Alix Senator, et en fait, ça donne envie. Parce que je trouve qu'en plus Valérie Mangin c'est une très bonne scénariste et puis le dessin est très bien. Ça donne envie de se plonger dans cette série. Il y a quand même un tome 15 déjà à sortir qui s'appellera Le Cercle des Géants. Et du coup, si vous aimez cet univers d'Alix Senator, les éditions Sedmag, je vous ai déjà proposé, ils avaient fait sur les 5 terres des petits BD collector, on va dire, qui permettent de se plonger dans les coulisses de ces cycles. Alors là, c'est les coulisses du cycle des Rapaces, le premier cycle d'Alix Senator, donc c'est Sedmag Édition qui fait ça. Et du coup, vous avez une plongée avec des interviews, là c'est une interview de Massadoul, des interviews d'auteurs, comment s'est mis en place le projet, la note d'intention de l'autrice pour expliquer ce qu'elle allait faire, de ce personnage, la lettre de motivation finalement, avec aussi les cycles qu'elle entend mener. Donc déjà on voit tous les scénarios qui avaient été mis en place pour Alix Senator, les premières ébauches. Là, c'est Denis Bajram qui avait fait des ébauches de dessins. Les premières planches de Thierry Desmarais d'Alix, pour montrer un peu cet univers sombre qui tranche un peu avec le Alix de Jacques Martin, et l'explication de chaque case. Après, vous avez donc sur le cycle en lui-même l'auteur les auteurs qui expliquent chaque case, pourquoi ils ont fait ça, les références à tel album. Voilà, donc c'est vraiment, si vous avez envie de plonger à l'intérieur d'une BD, je trouve ça pas mal du tout. Donc les éditions Sedmag, ils font ça très bien. Et du coup, j'en profite pour aussi vous montrer ce qu'ils ont fait sur Volodrine. Il y a l'intégrale Volodrine qui vient de sortir, donc de Chauvel et Le Reculé. Volodrine, c'est de la fantasy, c'est très sympa. Moi j'avais beaucoup aimé Le Matin des Cendres, les 2 premiers tomes qu'on m'avait offert. Et donc les crayonnés de Sedmag, c'est aussi un peu rentrer dans ses coulisses et voir finalement, alors là au départ vous l'avez en version noir et blanc, parce qu'il n'y a pas de crayonné sur le début de cette histoire, mais après tout de suite on va passer sur ces fameux crayonnés. Vous allez voir, j'y arrive. Donc il y aura plusieurs tomes de ces crayonnés. Voilà, j'y arrive. Et donc là, on a vraiment la BD crayonnée par le dessinateur, sorte avant ancrage, avant colorisation.
Donc c'est très sympa de voir si vous êtes vraiment fan de ces séries, ça peut être très sympa de voir l'envers un peu du décor et le processus de fabrication d'une BD et les premiers coups de crayon, on va dire, des dessinateurs. Voilà, Volodrine, donc il y a aussi une intégrale. Et donc ça, c'était chez Sedmag. On continue avec de la fantasy en version un peu comics chez Delcourt. Arrowsmith, tome 1 de Kurt Busiek et Carlos Pacheco, avec Jesus Merino et Alex Sinclair. Tome 1, c'est une histoire qui sera en 2 tomes, donc pas très longue. Alors c'est une fantasy, c'est assez à la mode en ce moment, avec de la magie, à une époque où il y a pas mal de choses qui sortent là-dessus. Une sorte d'Uchronie un peu, où eh bien, on est dans la guerre de 14-18, mais avec de la magie. Et donc du coup, on a tout de suite des dragons, des morts vivants, des ghouls, des militaires qui sont des voltigeurs, qui sont portés par des dragons. On se retrouve avec la Tour Eiffel à Paris, voilà, avec tout un univers, avec des sorciers, et pas mal de choses. Et là, en ce moment, il y a Ars Obscura de Baranger qui, en roman aussi, c'est un peu sur un thème avec de la magie, de l'occultisme, et puis Napoléon. Là, c'est la guerre de 14. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. Et là, du coup, on voit dans les tranchées des fées, des ogres. Le dessin est très sympa. Et on va suivre la trajectoire de ce jeune Américain qui va être fasciné par, voilà, il voit les militaires, il rêve devant ces militaires à dos de dragon, et il va vouloir s'engager pour se battre contre l'envahisseur et contre cette espèce de baron sanglant qui fait peur à tout le monde, qui est maléfique. Donc ça reprend un peu la trame du conflit 14-18 historique. Voilà ce baron, comment il s'appelle, qui est terrible. Sorcier sombre, l'empereur sanglant, voilà, je trouvais chercher le nom, qui est le grand méchant. Et donc, du coup, il va s'engager et on va voir au fur et à mesure de ses correspondances, eh bien, sa formation, voilà, c'est une quête d'apprentissage, d'initiation. Il va rencontrer une jeune femme, qu'elle va se lier. Il y a des créatures, il y a des monstres, il y a des bastons. Voilà, franchement, c'est un univers qui est pas mal. J'ai bien aimé le dessin. Et voilà, en plus quelque chose en 2 tomes. Il y a bien sûr à la fin un développement de l'univers où ils expliquent un peu tout l'univers, toute l'histoire. Donc c'est assez précis. Et puis une galerie d'illustrations à la fin d'un univers de fantasy et de guerre de 14-18, c'est pas mal. Et je pense qu'en 2 tomes, ça peut valoir le coup de se lancer. Je sais pas si je vous ai donné le prix, ben je l'ai pas. On continue avec du policier. Le crime était presque parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce recueil qui a eu pas mal de succès chez Phileas, sur le même principe que ces livres comme Go West Young Man, où vous avez plein d'auteurs différents qui font des petites nouvelles sur un thème. Et donc le livre d'avant, c'était sur le crime était parfait, on va dire. Et là, c'est sur le thème de l'alibi. Voilà, avoir un alibi dans un crime pour ne pas être accusé. Et donc, il y a pas mal d'auteurs. Donc très bon Guérino qui fait une nouvelle sur l'esclavagisme, le Ku Klux Klan, mais version loups et animaux, avec une sorte de chaperon rouge. Voilà, c'est des histoires très courtes, avec un petit texte à chaque fois explicatif. Manini. Voilà. Donc en fait, si vous aimez un petit peu les histoires courtes et les petits polars sombres avec Alexandre Astier, qui fait aussi le dessinateur de l'Avenin, qui fait des histoires. Donc dans ces recueils, on va dire, on trouve souvent des très bons dessinateurs, avec des petites histoires assez courtes. Bon, il faut aimer avoir des styles différents de dessin, voilà, des fois très différents. Et du coup, voilà, si vous aimez un peu les petites histoires policières, ça peut être sympa de lire cette histoire d'alibi chez Phileas. Et on est je vous parlais de Go West Young Man, alors là on va rentrer dans une série western d'enfer. Je crois que sur la chaîne, j'ai jamais présenté quelques BD aussi fortes en western d'un coup. Là, pour les amateurs de western, c'était vraiment le mois de la mort, on va dire, avec la sortie justement de Gunmen of the West. Donc il y avait Go West Young Man et Indians,
ça coûte 19,90 €. Ces anthologies de Tiburce Auger au scénario, qui fait appel à des dessinateurs pour faire des petites histoires. Donc il avait fait sur les cow-boys qui arrivent en Amérique, sur les Indiens, et là c'est sur les Gunmen of the West, donc les bandits, les porte-flingues, avec un très très bon série de dessinateurs, alors Berthet, Caroni, Gastine, Eringel, Rossi, Toulotte, Vatine, bref, un beau casting de dessinateurs. Et ce coup-ci, la trame, alors il y avait eu la montre, il y avait eu chez les Indiens l'aigle, et là c'est chez un gunsmith, les armes. Un jeune homme va venir braquer ce vendeur de flingues, et pendant qu'il le braque, le vendeur d'armes, l'armurier va lui expliquer les différentes armes en essayant de gagner du temps pour pas se faire voler ou tuer. Et il lui raconte des histoires. Alors ces histoires sont souvent assez violentes, puisque là on est avec les gunmen, ça plaisante pas, c'est sanglant. Les deux frères, Stefano Carloni, de très beaux dessins, une histoire sauvage de frères qui tuent, pillent, violent, découpent, et qui sont poursuivis pour vengeance. Alors souvent ces gunmen finissent pas très bien. Voilà, alors ça suit aussi donc ces armes et en même temps des personnages historiques bien connus de l'histoire du Far West. Voilà, et donc du coup on a Toulotte, on a vraiment un beau casting assez violent, je vous disais, avec ça flingue, ça tue, ça étripe. Souvent des histoires de vengeance. Et voilà, Christian Rossi, qui fait Apache Kid, ce personnage connu du Far West, avec ses très beaux dessins. Christian Rossi, dont on va reparler, c'est pour ça que je vous montre sa nouvelle, qui sort aussi une très très belle BD, Vatine, voilà, qui est très connu comme dessinateur. Donc il y a des styles différents. Franchement, on avait beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages très chouettes. Et à la fin de l'histoire, et puis les portraits de ces personnages comme Wild Bill Hickok, bien connu de l'Ouest américain, Apache Kid. Voilà. Donc voilà une série qui marche fort et qui est vraiment très agréable chez Grand Angle, 19,90 €. Il y aura sûrement d'autres tomes. Et donc je vous disais que là c'était du délire au niveau Far West. Et bien ça continue avec la réédition de Lune d'argent sur Providence d'Eringel. Je crois qu'on le retrouve exactement, il est dedans aussi. Chez Vent d'Ouest. Donc une réédition agrémentée d'une quelques pages supplémentaires, une petite nouvelle supplémentaire qui vient compléter cette histoire de Miss Gatling, histoire complète qui se retrouve à Providence, avec un dessin très joli, je trouve, coloré, avec des couleurs automnales, qui va se retrouver avec des disparitions. Elle vient enquêter, il y a une créature qui sème le chaos, donc western et surnaturel, fantastique, et donc elle va mener l'enquête avec le shérif du village, costaud. Et donc c'est ces créatures qui tuent, voilà, une sorte de dieu de la forêt, on ne sait pas trop, malédiction, occultisme, il y a un prêtre qui est un peu louche, il y a plein de choses, et donc des belles créatures qui sèment le chaos, avec une histoire bien dessinée. Moi j'aime bien le fantastique et le western, donc j'étais client. Des beaux dessins, et puis un côté un peu pulp, un peu à l'ancienne pour ce dessin et pour cette histoire. Et puis une petite nouvelle supplémentaire qui s'appelle Boston 1880 Mr. Grumpy. Voilà, de quelques pages supplémentaires que nous a offert l'auteur avec son personnage de Miss Gatling, et puis de belles affiches. Voilà, pour faire un peu style film, cette réalisation. Voilà, donc une belle édition toilée, intégrale, qui coûte 30 € de cette histoire de western fantastique. Donc ça aussi c'était plutôt pas mal du tout. Et puis une énorme nouveauté de ce mois-ci, Undertaker, tome 7, Mister Prairie, de Ralph Meyer, Xavier d'Horizon, avec aux couleurs Caroline Delaby chez Dargo. Donc ça c'était, vous savez que souvent Undertaker fonctionne par diptyque, par 2 tomes, et donc du coup ça c'est le premier tome d'une nouvelle histoire. On attendait avec beaucoup d'impatience, tellement le dessin est extraordinaire et le scénario d'Horizon est toujours fabuleux.
Et du coup, là, on se retrouve avec notre Undertaker qui va apprendre, qui va recevoir une lettre de Rose Prairie, l'amour de sa vie, dans les tomes précédents, et il avait vraiment, il est tombé amoureux d'elle, il a flashé sur elle, et donc du coup, il reçoit une lettre qui lui demande de venir, donc il s'imagine qu'il va pouvoir l'épouser, il va acheter une alliance, et il va se précipiter pour la retrouver. L'histoire, pareil, est dans les couleurs automnales, un peu comme dans Lune d'argent sur Providence, vous voyez, avec beaucoup de ces couleurs, ça tombe bien, c'était de saison. Et puis, il va avoir affaire, finalement, Rose est mariée. Et donc, malheureusement, l'Undertaker tombe de haut tout de suite au début de ce tome. Donc, une histoire compliquée, et elle est mariée à un médecin qui pratique des avortements. Et donc, dans ce village, eh bien, ça va pas se passer comme très très bien. Surtout qu'il y a un personnage qui s'appelle Oz, une dame un peu extrémiste qui refuse ces avortements au nom de sa religion, et donc du coup qui va être prête à tout pour empêcher cela, et en particulier à mettre à feu et à sang ce village où le shérif va essayer d'aider l'Undertaker. Donc situation personnelle compliquée, nouvel adversaire déchaîné avec un personnage qui a l'air très puissant de cette Oz. Et du coup, foule en délire qui veulent faire leur justice elle-même, quelque chose qui reviendra plusieurs fois dans ces westerns. Ces foules déchaînées qu'on manipule. Donc, texte très politique d'Horizon, qui est assez engagé pour montrer les dérives de l'extrémisme religieux et puis de la manipulation des foules. Voilà, donc franchement, très bel album, bien sûr, qui ne se conclut pas. Apparaître Le Monde selon Oz, donc du coup, la suite et fin de ce diptyque. Voilà, c'est toujours de très très bonnes factures. C'est pas juste du western qui flingue, il y a vraiment un contexte politique derrière d'Horizon dans ce scénario. On continue, je vous avais dit que c'était du délire western, et ben c'est pas une blague, puisque on a le retour du Bouncer. C'était le duel des légendes, puisque quelle est la meilleure série entre Undertaker et Bouncer? Eh bien, ça se discute, parce que franchement, là, on a les deux meilleurs, Book et Jodorowsky. Alors là, je crois que c'est surtout Book maintenant qui s'occupe de la série, puisqu'il la dessine, et je crois même qu'il la scénarise, mais c'est inspiré de l'univers et du personnage créé par Jodorowsky. Je ne sais pas à quel niveau il intervient dans cette histoire-là. Et Book, déjà, quand on voit cet album qui coûte 24,95 €, 25 € on va dire, c'est la générosité. Il y a plus de 135 pages, voilà, des doubles pages, des peintures, Hécatombe qui porte bien son nom, puisqu'on commence avec une pluie diluvienne, c'était aussi de saison, et du coup cette pluie diluvienne s'abat sur Barrow City et va faire des glissements de terrain tellement que le cimetière va finir par ruisseler et les tombes couler en plein milieu de la ville. L'Inferno a un nouveau, le bar du Bouncer, un nouveau concurrent qui s'appelle le Pink Ladies. Et du coup, dans les tomes précédents, le Bouncer avait ramené énormément d'argent de son aventure, et cet argent va susciter toutes les convoitises, il faut le protéger, et donc il y a des guerriers, des gradés qui viennent, des militaires qui viennent pour essayer de le convoyer, de le garder cet argent, mais tout le monde essaye de rouler tout le monde et de piquer cet argent. Donc du coup le Bouncer il va essayer de s'en sortir, et ces gens-là sont prêts à tout pour l'or qui les rend fous. Il va y avoir, ça va flinguer dans tous les sens, il va y avoir une véritable hécatombe de personnages, et des personnages clés de l'histoire, donc vraiment je ne veux pas vous spoiler. Le dessin de Book est superbe, tout en pluie, le scénario est vraiment très complexe, c'est très beau, c'est très bien dessiné. C'est une histoire complète, franchement, un tour de force, un tour de maître, on va dire, avec tous ces personnages qui sont fous pour l'or, et puis la manipulation aussi des foules, avec voilà, la populace qui, comme veut lyncher, veut tuer dans ces westerns, des gunfights, enfin bref, je veux pas trop en montrer parce que ce serait dommage de spoiler une si belle et bonne histoire. Franchement, Hécatombe, c'est une tuerie. Donc c'est voilà, chez Glénat, Book et Jodorowsky, je pense qu'il y aura peut-être d'autres histoires d'univers du Bouncer, mais franchement, un des meilleurs titres de la série,
extraordinaire, tout simplement. Et donc, on continue avec encore un western. Vous avez dit que pour les amoureux du western, ça serait Le Mois de la Mort. Eh bien, Golden West de Christian Rossi, qu'on aura aussi vu dans une nouvelle tout à l'heure, chez Casterman, nous sort une superbe BD. Il coûte 34,90 €. Une belle et grosse et grande BD qui fait plus de 165 pages. Un one-shot, Golden West. Alors, Christian Rossi, il avait dessiné West sur le scénario d'Horizon avec du western et de l'occulte. Et là, il nous plonge dans le destin de Juan, un jeune Apache qui a affaire avec des Mexicains qui essayent de les scalper et de les tuer. Et donc regardez les couleurs. Alors, cet album a de très très belles couleurs. On est vraiment dans le désert, on est vraiment voilà, avec le ciel bleu azur. Et donc on va se retrouver avec un personnage connu de tous, légendaire, Geronimo. Comment il a eu son nom, Geronimo, dans ce village. Et donc c'est vraiment basé beaucoup sur les Indiens et leur vie, et la vie de ce Wohan qui va être exclu de sa tribu et vivre seul dans le désert avec de très très belles planches, très très belles pages, un dessin magnifique de Rossi. Et donc il va rencontrer des personnages qui vont l'aider, le guider. C'est un récit d'apprentissage. Et il va rencontrer Geronimo, et avec lui, ils vont lutter contre ces Mexicains, ces différentes personnes qui essaient de tuer les Indiens. On voit bien comment les Indiens se font grignoter leur terre, et puis après avec les militaires. Donc il y a vraiment de très très belles couleurs, de très très belles pages, de très très belles planches. Franchement, un superbe western. La narration un peu plus complexe dans la deuxième partie, mais franchement, il vaut le temps, de le lire. Il mérite qu'on s'y attarde, et franchement, c'est un masterclass de Rossi. Donc, vous me direz, tout ça, si on aime le western, ça fait pas mal de choses à acheter. Ben oui, là, franchement, dire que j'ai fait mon top 10 western il y a quelques temps, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a des titres vraiment qui auraient pu rentrer, comme les 3 derniers que je viens de vous montrer, qui sont vraiment excellents. Ensuite, toujours du très très lourd, Black Sad, le deuxième tome, Alors tout tombe, seconde partie chez Dargo, de Canales et Guarnido. Alors tout tombe, c'est donc cette deuxième partie de cette histoire, de ce diptyque, où on nous avait laissé tomber à la fin du premier tome un suspense terrible, puisque nos héros étaient en difficulté. Franchement, le dessin est toujours magnifique. Alors là, dans cette histoire, c'est toujours un peu polar. On tombe dans un univers un peu de politique, avec le jeu trouble d'hommes puissants, des politiciens qui sont prêts à tout pour redessiner la ville, pour créer la ville de leurs rêves, dans une sorte d'ambition démesurée, en particulier ce pont. Et donc du coup, pour arriver à leur fait, eh bien, ils ne vont pas hésiter à tuer, et notre John Blacksad va enquêter là-dessus. Il va essayer de démonter ses rouages, et bien sûr, il retombe sur l'amour de sa vie, Alma Mayer, et du coup, c'est compliqué, un peu comme notre Undertaker, elle aussi a des chemins de vie différents, et donc du coup, notre héros est un peu dans le dur. Le dessin est franchement à tomber par terre, les couleurs aussi, et donc on a notre ami Blacksad qui va être amené sur les pistes d'un tueur, des enquêtes, et puis le titre Alors tout tombe, qui va vraiment prendre toute sa puissance au fur et à mesure du livre, avec de très très belles planches. Bon, c'est pareil, je ne veux pas vous spoiler. Donc forcément, c'est en 2 tomes. Si vous voulez, l'histoire est complète en 2 tomes. Je pense ça peut être bien d'avoir lu toute la série, mais vous pouvez même vous permettre de faire ces tomes 4 et 6, comme ça, 5 et 7 plutôt. Franchement, c'est très très bon. Si vous aimez le polar, c'est pas du tout une déception. C'est une très bonne et très solide histoire de John Blacksad, comme à chaque fois. On va dire, quand une série est très bonne comme ça, elle est bonne tout le temps. Et pourtant, c'est pas la BD que j'ai préférée de cette sélection. Alors vous me direz, avec tout ce que je viens de vous présenter, qui était quand même de super haut niveau, qu'est-ce qui pouvait être mieux que tout le reste? Eh bien, ça.
le Notre-Dame de Paris de Georges Besse chez Glénat, qui coûte, je ne sais pas combien, une trentaine d'euros je pense. Il y a une version collector qui coûte un peu plus cher et qui est très grande et très belle. Ça peut valoir le coup parce que tellement l'histoire est bonne. Alors quand Georges Besse, qui avait fait sur le même format Dracula et Frankenstein, s'attaque à Victor Hugo, là il a le meilleur des scénaristes. Et ça se ressent parce que là vraiment, quand on a alors c'est Georges Besse et sa femme Pia Besse qui font ça. Et donc du coup, le dessin en noir et blanc de Besse plus Victor Hugo, eh ben, ça donne ce Paris incroyable, cette histoire intemporelle de Esmeralda et Quasimodo dans ce Paris de l'époque, hein, cette île. Et du coup, tout de suite, il arrive parfaitement à dessiner Quasimodo. On y est, on le retrouve complètement. Je trouve que sa version à lui est vraiment très très bonne. Et il va suivre vraiment tout le scénario de cette histoire finalement de concupiscence, de jalousie, de la magnifique Esmeralda, cette bohémienne qui danse, et ce prêtre qui va sombrer pour elle, voilà, qui va tomber amoureux de la concupiscence dans son œil terrible, elle et sa chèvre qui dansent, et donc il va tout faire pour l'avoir. Et franchement, c'est hyper bien dessiné, hyper bien mis en image, le scénario est incroyable. Enfin, franchement, c'est une tuerie. Et on redécouvre vraiment l'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda. Et c'est hyper touchant. Voilà, c'est vraiment super. Moi j'ai adoré. J'avais adoré le Frankenstein, j'avais adoré le Dracula. Et là, j'ai vraiment pas été déçu. Il y a plus de 200 pages. Et donc, vraiment, avec des très très belles mises en page tout le temps. Franchement, des idées, des nano blanc superbes. Voilà. C'est magnifique ce qu'a fait encore Georges Besse. Donc ça, c'est vraiment la BD du mois, sans aucun doute. Et je pense des deux sélections que je vais vous présenter. Mais dans la deuxième sélection, vous allez voir, j'ai aussi du très très lourd, du très très bon. Voilà pour cette première sélection, et la vidéo je vais la faire tout de suite, je vais enchaîner et j'essaierai de mettre les deux vidéos en ligne quasiment simultanément. Voilà, pour pas faire un truc trop long, trop immense avec tout ce que j'avais à vous présenter, et puis le tirage au sort du concours pour ceux qui ont participé pour gagner l'intégrale du tueur. Voilà, je vous dis à tout de suite ou à bientôt, allez, au revoir.